à l'Union régionale des communes forestières de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler du lien entre la séquestration carbone et le milieu forestier et les produits bois. Donc très rapidement, les communes forestières de Bourgogne-Franche-Comté regroupent des communes propriétaires de forêts et des collectivités ou territoires qui s'intéressent aux questions forestières et que nous pouvons accompagner. Ça peut être le cas, par exemple, sur le sujet du carbone. Voilà, donc avant de rentrer sur le lien avec le carbone, déjà quelques mots sur la forêt de notre région. La forêt occupe 1 732 000 hectares, ce qui représente 36% en taux de boisement de la Bourgogne-Franche-Comté. Un point de repère, c'est qu'au niveau national, le taux de boisement est d'environ 30%. Donc on voit qu'on est dans une région particulièrement forestière. Une autre particularité de cette forêt, c'est qu'elle est, pas majoritairement, mais en grande partie publique. Si on regarde le petit diagramme en bas à gauche, le petit camembert, on a 60% de forêt privée, 26% de forêt communale et 14% de forêt domaniale, donc qui appartient à l'État. Donc ça fait environ 40% de forêt publique. À l'échelle nationale, on est plutôt à 25% de forêt publique et 75% de forêt privée. Et puis, si on regarde de combien pousse cette forêt, c'est-à-dire l'accroissement biologique naturel, on a environ 7,2 millions de mètres cubes, 7,2 mètres cubes par hectare et par an d'accroissement biologique naturel en moyenne, voilà, sur la région. Si on ramène ça, le chiffre national, c'est environ 5,5. Donc, en plus d'être une région particulièrement forestière, ces forêts sont plutôt productives. On en récolte, sur ces 7,2 mètres cubes par hectare et par an, on en récolte 4,2 pour des utilisations du bois. Cette récolte au niveau national, c'est 2,5 mètres cubes par hectare et par an. Donc, on voit aussi qu'on récolte davantage en moyenne que les autres régions françaises. Ce qui est quand même rassurant, c'est qu'on voit qu'on récolte moins que l'accroissement biologique naturel. C'est la logique d'une gestion durable. Donc, en moyenne, les forêts grandissent plus qu'on ne les récolte. Voilà pour les particularités de la forêt. Alors maintenant, juste un petit point pour revenir là-dessus. Le premier point, du coup, si on veut éviter, ou en tout cas favoriser le stockage de carbone et éviter de relarguer plus de carbone, David Michelin en a un petit peu touché un mot, c'est que ces surfaces forestières ne diminuent pas. Et là-dessus, les territoires ont un rôle à jouer, notamment au travers des documents de planification. Donc les SCOT, les PLUI, sont des espaces de réflexion pour planifier ça et éviter les changements d'occupation de sol qui seraient défavorables au stockage du carbone. Alors maintenant, si on regarde au sein de l'écosystème forestier, quelles sont les pratiques qui permettent de favoriser la séquestration? On peut essayer d'aller vers des systèmes sylvicoles, des traitements sylvicoles qui produisent du bois d'œuvre. Alors, je m'explique. Donc, le bois d'œuvre, c'est toutes les utilisations de bois type charpente, menuiserie, traverse, etc., qui sont des usages les plus pérennes du matériau bois. On va avoir différents traitements sylvicoles qui existent. Je prends par exemple le taillis, qui est la photo qu'on voit sur la gauche. Le taillis, c'est des rejets de souches qu'on va couper régulièrement pour produire du bois énergie. Donc ça, ce n'est pas un système qui favorise la production de bois d'œuvre, puisque le bois énergie, si c'est intéressant comme combustible renouvelable, n'est pas l'usage le plus pérenne qu'on peut avoir du bois. Donc, orienter une sylviculture plutôt vers un système type futaie. Donc, la futaie, c'est des graines de semis, donc c'est des semis qui poussent naturellement en forêt ou des plants issus du coup de plantation, où on va favoriser des usages de bois d'œuvre, donc des grumes grandes qu'on va pouvoir utiliser pour le bois d'œuvre. Alors que ce soit la futaie régulière ou irrégulière, la futaie régulière, on parle souvent d'espaces forestiers avec au sein d'une même parcelle, les arbres qui ont environ tous le même âge, du coup à peu près tous le même diamètre et environ tous la même hauteur au sein de la même parcelle. Et la futaie irrégulière, on va avoir des arbres d'âge différents qui sont combinés au sein de la parcelle. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il peut y avoir d'autres facteurs qui favorisent la séquestration. C'est d'avoir des peuplements qui sont résilients aux perturbations. Donc les perturbations, j'entends par là, ça peut être des incendies, des crises sanitaires en forêt, des tempêtes.
qui vont finalement mettre à plat des peuplements entiers et donc provoquer du relargage de carbone. Et en tout cas, cet écosystème ne stockera beaucoup moins que quand il était encore en vie. Voilà, donc ça, c'est un problème de ne pas avoir des peuplements résilients. Alors, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la résilience? On va chercher à diversifier les essences, diversifier les strates dans les peuplements. Donc, tout ce qui va être mélange d'essences va permettre, en cas d'aléas, d'avoir des essences qui tiennent encore le coup. Voilà, ça c'est les premiers points pour la résilience. Maintenant, on peut aussi restaurer les forêts qui sont en impasse sylvicole. Donc, impasse sylvicole, ça peut être des peuplements atteints par la calarose pour le frêne, donc des peuplements atteints de maladies ou des peuplements dont les essences ne sont pas adaptées au changement climatique à venir. Alors, il est difficile de prévoir quel sera exactement le changement climatique que l'on va vivre. Néanmoins, on sait que dans certains cas, les forêts ne sont pas adaptées au changement qu'on prévoit. Et donc là, il peut être possible d'adapter de manière intelligente ces peuplements pour accompagner une transition, soit en faisant venir des provenances plus méridionales, soit en changeant des essences, en ajoutant des nouvelles, voilà, en complétant les peuplements. Un dernier point, ça peut être d'utiliser des techniques d'exploitation. Il faut utiliser des techniques d'exploitation qui préservent les sols. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, la préservation des sols, ça va être par exemple limiter le tassement dû aux engins, en contraignant par exemple les engins forestiers qui vont intervenir à ne passer que sur des cloisonnements qu'on a désignés, éviter de parcourir tout le peuplement. Voilà, puisque donc, le tassement derrière n'est pas idéal et pour la production et pour le stockage du carbone. Également, si on met des portions de sol à nu, on provoque une augmentation de la chaleur au niveau du sol et donc une augmentation de l'activité biologique dans le sol et une minéralisation qui relargue du carbone dans l'atmosphère. Voilà quelques exemples de pratiques sylvicoles qui favorisent la séquestration. Alors, le rôle des territoires là-dedans, ça va être de valoriser, promouvoir les bonnes pratiques, donc d'accompagner les acteurs et gestionnaires qui réalisent la sylviculture vers ces bonnes pratiques dont on vient de parler. J'attire votre attention sur 2 points quand même, c'est que la forêt, qu'elle soit publique, donc domaniale, communale ou privée, la forêt a toujours un propriétaire. Ce propriétaire, c'est lui qui est décisionnaire de la gestion qu'on va y pratiquer. Donc, dans tous les cas, le territoire peut chercher à le convaincre, à argumenter, à lui expliquer les bonnes pratiques et à les promouvoir, en aucun cas lui imposer. Et deuxième point, la gestion forestière, elle est multifonctionnelle. On parle de fonctions d'accueil du public, de fonctions de préservation de la biodiversité, de fonctions de production de bois. Le carbone, c'est aussi une fonction de ces forêts-là, mais ce n'est pas la seule et on ne peut pas faire de la gestion uniquement par rapport aux notions carbone. Voilà pour ce qui se passe en forêt et la manière de favoriser le stockage. Maintenant, je voulais aussi aborder un autre point qui est que si on limite en fait cette approche de la séquestration carbone au compartiment forestier, on a une approche qui est assez limitante parce qu'une gestion durable produit du bois et ce bois-là, il y a plusieurs manières de l'utiliser et la production de bois prolonge le stockage derrière dans tous les produits. Voilà. Et donc, il y a des marges de manœuvre qui sont importantes pour les territoires. On l'a vu dans les écosystèmes forestiers, mais surtout sur la partie utilisation de ce bois. Parce que donc, il y a l'effet de stockage carbone dont je viens de parler et aussi l'effet de substitution matériaux et énergétiques. Voilà, donc quelques points, je voulais vous montrer quelques exemples de prolongement de stockage. Alors ici, on voit des photos de réalisation de construction en bois local, des constructions publiques essentiellement. Voilà Aldano, où il y a du Douglas. La médiathèque à Jussey qui utilise du mobilier avec du hêtre qui vient des communes alentours à la commune de Jussey. Et puis le groupe scolaire d'Amancé où on a une ossature bois avec des résineux qui viennent des forêts alentours également. On a des méthodes aujourd'hui pour intégrer du bois local dans les constructions publiques et dans les marchés publics. Je vous encourage à visiter notre site internet où on a un guide à ce sujet-là. Voilà. Et puis, dernier point, un autre exemple. Donc ça, c'était plutôt pour la partie construction en bois local. Les territoires peuvent avoir aussi une action par rapport au bois énergie.
Et donc là, c'est l'exemple du pays de Seine-et-Tille qui a cherché à structurer une filière bois-énergie courte et locale. Donc le pays s'est doté d'une charte forestière. Il avait la volonté d'aller vers du bois-énergie. Et donc la Comcom Forêt Seine-et-Suzon a pris la compétence distribution de chaleur, a investi des chaufferies pour les communes, ainsi qu'une plateforme de stockage pour produire de la plaquette forestière sèche, et alimente les chaufferies à partir de sa plateforme qui est elle-même alimentée des forêts alentours. Voilà, donc ça crée des nouveaux débouchés pour les produits bois, un emploi dans la communauté de communes, et puis ça réduit la dépendance énergétique du territoire. Voilà quelques exemples. Alors, j'avais les conclusions pour rappeler que pour lutter contre le réchauffement climatique, les territoires peuvent agir en valorisant l'ensemble des leviers carbone, la séquestration en forêt, on l'a vu, le stockage dans les produits bois et les substitutions matériaux et énergétiques. Les sylvicultures de peuplement résilients à vocation de production de bois d'œuvre sont à favoriser. Et enfin, les territoires peuvent stocker du carbone et substituer des matériaux et énergies au bilan carbone moins intéressant en utilisant du bois local dans la construction ou rénovation publique et en tant que combustible renouvelable dans des chaudières et réseaux de chaleur. Voilà. Merci pour votre attention. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain Laplace, pour cette bonne synthèse. Je vous propose maintenant de faire une séquence questions-réponses. Donc, on va prendre quelques questions des participants sur cette intervention. Donc, je crois qu'on en a déjà une. Alors, on nous demande quels impacts des sécheresses récurrentes qui peuvent bloquer ou limiter la croissance des arbres, donc quels impacts sur le stockage de carbone? Oui, alors ça, c'est une problématique qui est bien d'actualité. Effectivement, depuis 2-3 années, les écosystèmes forestiers sont mis à mal par des sécheresses chaque été. Donc, ça a plusieurs conséquences. C'est assez différencié selon les emplacements dans la région. Et il peut y avoir donc des mortalités d'arbres importantes. Et donc, comme je le disais, les mortalités d'arbres ne sont pas forcément bonnes puisque le bois mort derrière, s'il est utilisé rapidement, on peut limiter du coup la casse, si je puis dire, puisqu'on peut utiliser ces bois-là et essayer de les mettre en structure le plus rapidement possible. Si on n'y arrive pas, ce bois-là va mourir, va retourner au sol. S'il retourne au sol, donc il peut déjà être valorisé aussi en énergie dans des chaudières. C'est aussi un point. Et enfin, si on ne trouve aucun débouché à ces bois-là, ils vont retourner au sol. Donc, ils vont faire un processus d'humification, puis de minéralisation. Donc, il y a une partie qui va retourner dans le sol et être stockée à plus long terme, et une partie qui va être relarguée dans l'atmosphère. Voilà. Donc, ces crises-là, l'intérêt vraiment à court terme est d'arriver à valoriser ces bois de la meilleure manière possible, c'est-à-dire la plus durable, en mobilisant un maximum de bois d'œuvre. D'accord, merci. Alors, une autre question. Comment un territoire peut-il accompagner les acteurs de la filière forêt-bois? Alors, vous en avez un peu parlé, vous avez dit que ce n'était pas facile selon le type de propriétaire, mais plus concrètement, est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment le territoire peut accompagner jusqu'à la mise en œuvre de pratiques favorables? Alors, la manière d'accompagner, ça va être ce que je disais, donc de la promotion, de l'animation, donc en montrant l'exemple, en accompagnant et en communiquant sur les bonnes pratiques. Derrière, les collectivités ont aussi un vrai rôle à jouer et un pouvoir de décision pour orienter leurs achats publics vers l'utilisation du bois, notamment les produits biosourcés dans leur construction. Voilà. Initier, inciter à utiliser du bois local partout. Et puis donc beaucoup de communication autour des atouts du matériau bois. Voilà, faire connaître les savoir-faire des entreprises du territoire et les emplois que cela concerne. D'accord. Alors, autre question, toujours le point un peu sensible concernant le financement. Est-ce qu'il y a des financements pour encourager les pratiques favorables à la séquestration? Et si oui, lesquelles, bien sûr? Alors, les questions du financement carbone, je pense, sera abordées dans des présentations qui vont venir en partie. Il y a plusieurs financements possibles. Alors, par rapport aux crises dont on vient de parler, les crises sanitaires en forêt, les sécheresses, et notamment la crise scolite qui touche les épicéas de notre région,
Le plan de relance du gouvernement prévoit une mesure pour reboiser ces forêts. Donc, cette mesure est constituée de 2 millions d'euros à l'échelle nationale, dont 150 millions seront utilisés pour le reboisement et 50 millions pour produire des graines qui permettront de faire des plantations et aider la filière. Donc ça, c'est déjà une première aide qui va se mettre en place prochainement. Et donc, le fait de reboiser ces parcelles-là permettra de recréer du coup des écosystèmes qui stockent du carbone. Après, donc, dans les autres aides plutôt carbone, il y a eu récemment un label bas carbone l'an dernier, donc en 2019, qui est sorti et donc, qui permet de certifier des projets bas carbone. Donc, c'est un label du gouvernement avec 3 méthodes forestières qui permettent de financer des projets forestiers de reboisement, de sortie d'impasse sylvicole dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et de conversion de taillis sous futaie vers des traitements sylvicoles type futaie, régulière ou irrégulière. D'accord, donc des opportunités possibles à ce niveau-là. Il y a des opportunités possibles. Très bien. Une autre question. Est-ce que l'exploitation forestière a une incidence sur la capacité de séquestration des sols forestiers? Oui, alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, notamment quelles vont être les pratiques d'exploitation forestière. Je parlais des engins et du tassement et des mises à nu. Donc selon le traitement sylvicole qu'on va avoir, il va y avoir plus ou moins, on peut avoir un système où il va y avoir une mise à nu d'une partie de la parcelle pour régénérer le peuplement. Et cette mise à nu, si elle est trop brutale, trop importante sur des surfaces trop grandes, favorise une augmentation de la température au niveau du sol et donc le relargage par minéralisation, donc du relargage de carbone. Donc l'objectif va être de limiter ces exploitations sur des surfaces trop importantes d'un seul coup. Les perturbations trop importantes aussi du milieu vont avoir un peu le même effet. Et puis, c'est ce que je disais sur le tassement des sols et les engins aussi, où il faut avoir une vigilance pour que ces passages d'engins soient localisés là où on le souhaite et ne viennent pas perturber la fertilité des sols sur l'ensemble de la parcelle. Très bien. Encore le temps pour une autre question. Alors, vous nous avez parlé du bois matériau, du bois construction, hein. Là, on a une question sur le bois énergie. Est-ce que les filières locales bois énergie peuvent contribuer à améliorer la séquestration de carbone dans les territoires? Ce n'est pas vraiment de la séquestration. En fait, on va parler plutôt de substitution à des énergies fossiles. On ne va pas augmenter la séquestration au sein du territoire. Par contre, ça va être une utilisation qui va éviter l'utilisation d'énergie fossile, donc qui met des centaines de millions d'années pour se stocker et se reformer dans les sols. Là, on est sur un combustible qui est renouvelable, donc on va être plutôt sur l'ordre de la centaine d'années, voire enfin, plusieurs dizaines d'années, voire la centaine d'années, plutôt que la centaine de millions d'années pour former les énergies fossiles. Et donc ça, c'est une pratique à encourager, effectivement. Et les territoires peuvent être là-dessus acteurs, hein, en créant notamment des chaufferies bois et des réseaux de chaleur dans les communes, en incitant aussi, en se renseignant sur les professionnels de la filière et en faisant valoir les savoir-faire. Voilà, c'est des choses que les territoires, nous pouvons accompagner aussi les communautés de communes à réfléchir à ces sujets. Très bien. Et puis, on a encore le temps pour une dernière question. Alors, on nous demande avec quelles essences reboiser, épicéa, trop tôt vu le risque de scolite, être, point d'interrogation. Est-ce qu'il gère peut-être, il est peut-être mal géré par les sécheresses? Donc, est-ce qu'il y a des conseils à nous donner à ce niveau-là? Je n'aurais pas de conseil général à donner à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Évidemment, on regarde plus largement où se situe exactement la parcelle qu'il s'agit de reboiser. On va faire un diagnostic stationnel sur ces parcelles, c'est important de le faire, donc pour connaître quel est le sol de l'emplacement sur lequel on souhaite boiser, quelle est la réserve utile, s'il y a beaucoup d'eau, pas d'eau, quelle est la climatologie à cet endroit-là et comment c'est susceptible d'évoluer. En fonction de ces paramètres-là, on peut regarder qu'est-ce qu'on va mettre comme essence. Et alors là, il y a effectivement plusieurs incertitudes aujourd'hui sur des essences qui ne seraient pas adaptées. L'épicéa, on sait qu'il va plutôt remonter en altitude.
Voilà, en dessous de 800 mètres, aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas forcément à sa place. Maintenant, rien n'est définitif. Il peut y avoir voilà, des mélanges d'essences. Je ne préconiserai pas une essence en particulier. Et surtout, voilà, il faut se rapprocher des gestionnaires forestiers qui peuvent conseiller les propriétaires forestiers là-dessus. Et je rajoute qu'il y a une feuille de route au niveau national qui est censée donc prévoir faire des préconisations pour avoir une gestion qui s'adapte au changement climatique. Donc voilà, il y a des éléments en cours de réflexion au niveau national et pas de réponse systématique. D'accord. Alors, il y avait un petit complément de question. Un changement d'essence vers des espèces plus exotiques est-il à favoriser, notamment si on tient compte de la biodiversité? Je ne sais pas si c'est à favoriser. En tout cas, si l'essence résiste bien par rapport au changement climatique, si on reste dans le cadre du carbone, ça peut être intéressant. On sait que, par exemple, le Douglas fait partie, donc les forêts de Douglas font partie des écosystèmes qui stockent beaucoup de carbone. Après, en termes de biodiversité, encore une fois, ça va dépendre du traitement sylvicole qui va être mis en place, s'il y a du sous-étage, si c'est un couvert continu. Voilà, donc non, là, je ne peux pas donner, encore une fois, exactement pour une essence, voilà, si c'est avantageux ou pas d'un point de vue biodiversité.